Bonjour, je m'appelle Hélène Laurenceau et vous écoutez DIAD Podcast. Selon l'Observatoire du slashing, oui, c'est très sérieux, en 2022 en France, 26% des actifs étaient des slasheurs, ce qui représente près de 6 millions de personnes. Les slasheurs ou slasheuses sont des personnes qui cumulent plusieurs emplois. Ce terme est un dérivé du mot slash qui fait référence à la barre oblique qu'on trouve sur un clavier et qu'on utilise pour séparer les éléments. Mais comment en arrive-t-on à cumuler les emplois ? Comment trouver l'équilibre quand on compose avec plusieurs casquettes parfois radicalement opposées ? Quel est le quotidien de ces travailleurs qui ont décidé de sortir des cases ? Pour répondre à ces questions et aller encore plus loin, j'ai rencontré Antoine, Benjamin, Carole, Élodie, Florence, Ludovic et Pauline qui ont pour point commun de cumuler les activités malgré des profils très différents. Slasher, passion, ambition ou nécessité, un podcast en 5 épisodes à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Épisode 1, les origines. Pour commencer, nous allons faire un petit tour des présentations. Je m'appelle Antoine, 38 ans. Moi, je travaille dans le transport et la logistique principalement. Et donc, à côté, j'ai mon statut d'auto-entrepreneur, donc en tant que magnétiseur. Je m'appelle Benjamin, je suis journaliste, je suis intervenant dans une école de commerce sur le sport business et le sponsoring sportif. Je suis intervenant dans une école de communication sur les médias et les relations presse. Et à côté, je suis biographe pour particuliers. Moi, c'est Carole, je vais avoir bientôt 40 ans et je suis tatoueuse de bougies et secrétaire à côté. Je m'appelle Élodie, j'ai 33 ans. J'exerce 2 métiers, donc le premier, secrétaire médical, et le deuxième, je suis à mon compte, donc auto-entrepreneur en tant qu'artisan, relooking de meubles. Florence, j'ai 44 ans, je suis à la fois accompagnatrice dans le bien-être et gérante et animatrice d'un espace de coworking. Je m'appelle Ludovic Julio, 43 ans. J'ai 2 métiers. Donc le premier, plus traditionnel, je suis ingénieur en électronique. Et le deuxième, je suis magicien. Je suis Pauline, la créatrice donc, de l'intuition d'une pause. J'ai créé ma marque d'accessoires de relaxation et de yoga. J'ai 26 ans. J'ai mon activité d'un côté et de l'autre, je passe mon CAP petite enfance. En 5e, il y avait la journée des portes, il y avait une porte ouverte sur la journée des métiers et je suis allée avec mes parents et ils avaient tous les deux une expérience dans l'hôtellerie. J'ai vu gouvernante et ils m'ont dit 2-3 phrases et ce jour-là, il y avait une gouvernante d'un hôtel 5 étoiles qui était présente, donc du coup, j'ai tout de suite plongé dedans et j'ai fait mon cursus après dans l'hôtellerie, donc j'ai passé mon bac technologique hôtellerie, puis après j'ai fait une formation gouvernante et j'ai été gouvernante pendant quelques années. Il y avait une rigueur qui était trop pour moi, puis est venu petit à petit le fait de travailler pour quelqu'un d'autre m'embêtait pour rester là. J'ai eu un épisode où en fait j'avais une perte de sens et j'avais un besoin de me couper du monde. Donc du coup je suis partie en retraite donc méditative, il y avait du yoga, des randonnées dans la Drôme. On a médité sur des coussins et je me suis dit pourquoi pas faire mon coussin parce que la dame me les faisait elle-même. Et de là, en fait, tout s'est déroulé pour l'intuition d'une pause, du coup, qui s'est créée par la suite. J'avais, comme la majorité des enfants, je crois que je voulais être footballeur. Et mes parents n'ont pas voulu, pour la bonne et simple raison qu'il y avait tellement de risques que j'échoue, qu'ils ont dit non, il faudrait mieux que tu fasses des études. Ce que j'ai fait, et de ce jour-là, j'ai toujours voulu être journaliste sportif. J'avais un but précis et une ligne directrice, donc dès 12 ans, je savais que je voulais faire ça. J'ai passé le concours de l'École supérieure de journalisme de Paris, j'ai réussi, et après j'ai fait une maîtrise de journalisme à l'École supérieure de Paris, ce qui m'a amené à pouvoir postuler à Ouest France à Paris. J'ai commencé pendant mes études en tant que pigiste, et après en tant que correspondant à Paris pendant 15 ans pour Ouest France et d'autres journaux. Dans mes stages, du coup dans le sanitaire et social, j'avais 3 stages à faire. J'ai fait un stage en crèche qui m'a beaucoup plu. J'ai fait un stage avec les personnes âgées. Là, je me suis dit non, clairement, c'est pas ça. Et j'ai fait un stage de secrétaire médical. Et là, c'était la révélation. Pendant mes études, je savais pas trop exactement quelle était ma voie. J'avais compris que tout l'aspect scientifique, mathématique, j'avais un petit peu plus de mal en fait à avoir une logique mathématique, etc. Mais par contre, j'adorais les langues. Les langues étrangères, c'était vraiment
J'adorais vraiment ça. Donc j'ai fait un BTS trilingue et ensuite du coup j'ai été salariée pendant 20 ans dans diverses entreprises. Mon mari étant militaire en activité, on est amené à partir tous ensemble, toute la famille, vivre à l'étranger. Enfin à l'étranger, c'est en France mais c'est quand même à 9000 km de la France métropolitaine puisque nous partons vivre à La Réunion, l'île de La Réunion, en 2019. Du coup, je fais moi une pause dans ma vie professionnelle salariale en fait. En étant très curieuse, je suis allée finalement découvrir beaucoup de choses sur cette île qui regorge de richesses à la fois culturelles, de paysages, voilà. Donc du coup, je me suis intéressée à beaucoup de choses et au final, en fait, j'ai pas travaillé au niveau salarié, mais je me suis formée sur d'autres choses, ce qui m'a permis en fait à notre retour après en 2021 de me dire ok, j'ai des nouveaux outils dans les mains, qu'est-ce que j'en fais? Et en fait c'est ma formatrice de réflexologie qui est aussi réflexologue et naturopathe qui elle pareil en fait s'était lancée et donc nous en avait parlé. J'ai dit ok, quand on va être installé en France métropolitaine, quand on revient, est-ce que je tenterai pas en fait l'entrepreneuriat? Je sais juste que je voulais travailler avec mes mains. C'était vraiment, je ne me voyais pas travailler dans un bureau. Fallait que ça bouge. En fait, je voulais travailler, faire quelque chose avec mes mains. J'ai toujours été très manuelle. En 2013, à partir du moment où j'ai ma reconnaissance de travailleur handicapé, je me dis, vu tout ce qu'on me propose comme boulot, ça me va pas du tout. Je dis, c'est le moment. C'est maintenant que je travaille avec mes mains, malgré mon handicap. Et du coup, je commence à chercher. Enfin, j'avais déjà l'idée des bougies tatouées. Et je commence à mettre ça en place pour vraiment commencer à le sortir fin 2015. Moi, je m'orientais plutôt dans tout ce qui était sport, en fait. Mais finalement, noyé un peu dans la masse de la fac, tout ça, ça ne me correspondait plus. Et du coup, je suis parti dans le milieu professionnel. Voilà. Au début, moi, j'ai travaillé dans les maraîchers. Alors, au début, c'était du travail saisonnier. Puis finalement, ça me plaisait plutôt bien. Voilà, j'avais une bonne équipe, tout ça. Donc ça s'est prolongé en CDD pendant pas mal de temps. Donc j'étais un petit peu comme un poisson dans l'eau. J'étais bien, je faisais mon petit truc tranquille, en fait. Après, non, j'ai quand même pas mal changé. Je suis parti dans le transport, dans la logistique. Ouais. Je change régulièrement. Là, je viens de faire un CDD de 8 mois et je vais rechanger. Avant, j'ai fait 1 an et demi dans une autre boîte aussi. Voilà, je change régulièrement. Ça, je pense que c'est ancré en moi. J'arrive pas à me fixer dans une boîte, en fait. Même les boîtes où je vais être très très bien, avoir des super collègues et tout, il y a toujours un moment donné où j'ai besoin de changer, quoi. Mais entre changer de métier, de boîte ou créer sa propre entreprise et venir ajouter une activité à celle déjà existante, quelles réflexions se mettent en place? Que ce soit par hasard, par besoin ou pour ne pas avoir à choisir, chacun a eu ses raisons de commencer à multiplier. Le premier métier, ça a été l'électronique, bien sûr. J'ai fait des études d'électronique jusqu'à l'université. Je suis parti après en Angleterre, où j'ai fait une année d'études en Angleterre. Et c'est en parallèle, quand j'étais en Angleterre, où j'ai vraiment démarré le métier de magicien, puisque pour payer le loyer en Angleterre, qu'est-ce que je faisais? Eh bien, je faisais de la magie dans les restaurants. Et c'est comme ça que j'ai commencé, pas commencé la magie, mais commencé professionnellement, on va dire, la magie. De retour en France, j'avais fini mes études, donc là j'ai commencé à travailler en tant qu'électronicien, informaticien, je ne rentre pas dans les détails. Et j'étais salarié pendant une bonne quinzaine d'années, tout en continuant à faire de la magie à côté. 2020, mon oncle décède et sa maison était pleine de vieux meubles. Et j'ai récupéré une table et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais en faire? Je la voulais mais j'y connaissais rien, j'avais jamais relooké de meubles, voilà. Et je me suis lancée, je me suis dit allez, j'ai pas de table, c'est l'occasion, je le fais. Donc je l'ai relooké et je l'ai posté sur Facebook dans un groupe de déco. Et en fait j'ai eu des retours incroyables, que des trucs positifs et je me suis dit mais ok, c'est trop, je pensais pas que ça allait générer autant de choses positives. Donc voilà, trop contente avec ma table, j'en parle à tout le monde me dit mais c'est quand même pas mal, tu veux pas en faire d'autres? Voilà, ça me reste dans un coin de la tête. J'étais sur le bon coin, je cherchais, sans trop chercher, je regardais. Et là je tombe sur une annonce d'un petit meuble. C'était marqué donne contre tablette de chocolat, un truc comme ça. J'ai dit allez, j'y vais, je me lance. Donc je le rénove celui-ci. Et pareil, je le poste sur Facebook et encore, je sais pas, énormément de choses positives. Je me suis dit, mais il y a un truc, c'est pas possible, il y a un truc. Donc là, j'ai continué, j'ai cherché, j'ai acheté des meubles, je les ai relookés, je les postais et je me suis mis à les vendre comme ça.
Et ça marchait hyper bien. Les gens étaient intéressés, je les vendais directement. Donc je me suis dit, mais est-ce que je peux vivre de ma passion? Je connais personne qui fait ça. J'ai trop envie de me lancer. Est-ce que je vais regretter ou pas? Je me suis posé des questions genre une semaine. Hein. Et je me suis dit, allez, je me lance, c'est bon, j'ai trop envie. Et au pire, si ça marche pas, c'est pas grave, j'aurais rien perdu. J'avais acheté une ponceuse, une mini ponceuse. J'avais que dalle, mais je faisais un peu comme je pouvais. Et c'est parti, je me suis lancée. C'est arrivé donc il y a déjà pas mal de temps, c'est dans les années 2008-2009. Je travaillais justement dans les travaux publics et on faisait des petites parties de travaux chez les particuliers. Et donc là, on travaille devant chez un monsieur, il sort et il me dit bah tiens, qu'est-ce que vous faites? Donc je lui explique un petit peu, machin. Et il me dit ah c'est bien, moi je suis magnétiseur. Et en fait, bah voilà, je lui avais demandé un petit truc s'il pouvait me le faire. Il m'a dit ah tu viendras me voir. Donc il m'avait guéri, hein, soigné. Et de fil en aiguille, on avait sympathisé, tout ça. Et puis, à force de sympathiser, un jour, il m'a dit « écoute, je te transmettrai quelque chose. » Ok. Et effectivement, un jour, il m'a tendu une petite enveloppe et il y avait le secret, comme on dit. Je ne l'ai pas forcément utilisé tout de suite, parce que, je sais pas, ça s'est pas présenté. Peut-être c'était pas le bon moment pour moi, finalement, en fait. Ça s'est déclenché, et ça s'est développé quand on est arrivé dans cette maison. J'ai ressenti des énergies. Et je ne savais pas ce que c'était. Du coup, je suis allé voir un magnétiseur médium qui m'a expliqué qu'en fait, c'était les mouvements d'eau sous la maison qui me faisaient ressentir que c'est les énergies que je ressentais. Et donc, à partir du moment où j'ai mis des mots sur ça, ça s'est mis en route. Parce que j'ai compris que, ok, j'étais sensible, et voilà. J'ai fait la biographie de ma propre grand-mère. J'avais toujours eu des bribes de sa vie, forcément, on a toujours des bribes de ses grands-parents, mais on a souvent les mêmes. Et j'avais envie justement d'écrire la vie de ma grand-mère pour l'offrir à mon frère, ma sœur et toute ma famille, parce que c'était quand même un totem, entre guillemets, et puis la mémoire vive de la famille. Donc ça m'intéressait de poser ça sur écrit et de garder ça à vie, de permettre à toute la famille de savoir et de permettre aux générations futures aussi de savoir. À travers la vie de nos grands-parents, on connaît aussi la vie de nos parents. On comprend pas mal de choses quand on a compris la vie de nos grands-parents. Et ça a été très enrichissant. Et à la suite de ça, je me suis dit, elle a pris du plaisir à le faire, alors qu'elle n'était pas au début très très motivée. Bon, j'ai pas grand-chose à raconter, mais comme tout ça. Et au final, c'est une vie qui défile. Je me suis dit, mais en fait, ça pourrait plaire à pas mal de monde. Et ça plaît à pas mal de monde, en fait. Cette liberté de se dire, ok, c'est toi le boss, tu travailles, tu rentres de l'argent, tu travailles pas. Personne va rentrer l'argent à ta place, quoi. C'était ça, en fait, qui me motivait, et c'était vraiment derrière c'est l'aspect d'accompagner l'humain, vraiment, en fait. Encore plus. J'arrive 1 an et demi, parce que j'avais encore des droits d'ARE, de Pôle emploi, etc. Et puis, au bout d'un moment, malgré tout, je voyais que mon activité, il faut se faire connaître. On est arrivé dans une région qu'on ne connaissait pas. Je découvre, en fait, tout ce monde-là, de l'entrepreneuriat. Alors, le réseau, en fait, que ce soit professionnel, les réseaux sociaux, tout ça... on apprend, mais c'est vrai que du coup, au bout d'un moment, on se voit vite quand même limité sur... puis on fait du chiffre d'affaires, mais il faut en donner une partie après à l'URSSAF. Quand tu déclares, tu te dis « Ah oui, quand même, il faut que je donne ça. » Enfin, voilà. Donc, et au bout d'un moment, je me suis dit « Ok, il faut quand même que je soutienne mon mari financièrement, puisque lui ramène son salaire tous les mois. Je fais le choix de m'inscrire en boîte d'intérim et de travailler de nuit pour pouvoir garder mon activité la journée. Donc, pour pouvoir continuer à m'occuper de mes clients la journée et travailler la nuit pour pouvoir me dégager un salaire. Dans ma tête, je pouvais pas me lancer à mon compte tout de suite, donc je me suis dit, je vais refaire gouvernante. Si jamais je suis prise, je suis prise. Si jamais, tant pis, je trouverai autre chose. Et en fait, j'ai été appelée tout de suite par un 5 étoiles sur la Baule. J'ai re-signé pour une saison, puis en fait, là, j'étais dans l'injustice contre moi-même, parce qu'en fait, je me disais que pourquoi tu refais ça alors que ça te plaît plus. Donc j'ai appris le détachement au travail, gros step. Parce que je savais que j'allais pas passer ma vie là-dedans et que j'arrivais vraiment à la fin. Mais bon, voilà, du coup, pendant ma retraite, en fait, j'avais des doutes. Et là, je me suis dit, ok, là, j'ai plus de doutes, c'est bon, c'est fini. Et quelques mois après la fin de mon contrat, je me suis lancée. À ce moment-là, j'avais besoin d'avoir l'avis des autres pour juste me dire, bon, ok, c'est pas déconnant ce que tu fais, tu peux avancer dans ton projet, quoi. Et j'avais quitté mon contrat d'un commun accord. Du coup, j'avais Pôle emploi qui a une sécurité pas négligeable.
Et ça marche très bien, donc du coup je recontinue l'année d'après et ça marche encore bien. J'ai une prof de yoga qui me propose de faire une collaboration sur des steaks de yoga. Comme on met tous du temps à vivre de son activité, j'ai eu le déclic de me dire que oui, j'allais avoir la fin de mes droits de Pôle emploi. En fait, ça a vraiment été ça, le gros coup de stress en me disant wow, j'en vis pas encore, je sais que ça a demandé du temps, j'ai pas envie de me mettre un stress, parce que je gère mal mon stress en fait, donc j'ai pas envie de mettre un gros stress au niveau de mon chiffre d'affaires pour pouvoir en vivre. Je veux que ça se fasse sur le long terme et que j'y aille vraiment tranquille. Je me suis dit bon, faut que je trouve quelque chose. J'ai pas envie de refaire un travail alimentaire que j'avais au début de mon activité et j'ai pas envie de faire un travail qui a pas de sens pour moi, aller au travail avec vraiment le truc de j'ai pas envie et ça me fait suer. Je l'envisageais pas en fait. Jusqu'à pas longtemps, là, j'ai vraiment fait que des bougies. Vraiment que ça. Je travaillais que avec mes bougies. J'avais même ma boutique et je ne faisais que ça depuis 8 ans. Début 2024, je me pose la question de trouver un autre travail à côté parce que je sens que l'année va être compliquée. Il y a la crise actuelle en France. Et je vois que les commandes, ça descend. Je n'arrive même pas à faire le chiffre du début de mon activité. Donc je commence à dire que oui, il va falloir que je trouve un boulot et je commence à me lancer à la recherche. Mais très compliqué de trouver un travail à mi-temps qui puisse jongler avec mon activité à côté. En fait, il faut trouver un employeur qui accepte le fait qu'on ait une entreprise à côté. Et c'est pas si simple que ça. Envisager une deuxième activité et la rendre compatible avec son autre métier, mais aussi ses envies et ses valeurs, n'a rien de simple. Dans l'épisode 2, vous découvrirez comment le jeu d'équilibriste a commencé à prendre place dans la vie de nos témoins. Diade est un podcast produit et réalisé par Hélène Laurenceau. Si vous avez aimé, partagez, commentez, mettez des étoiles, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Merci.